Cet avion ne pourra pas voler, mais personne à bord ne s'en doute encore. Et ce qui va bientôt se produire est le résultat d'une chaîne absolument exaspérante de négligence de la part de l'entreprise et de circonstances malheureuses, dont l'origine remonte à plusieurs décennies. Le 10 mars 1989 vers midi, le vol 1363 d'Air Ontario, avec 65 passagers et 4 membres d'équipage à bord, devait relier Dryden, en Ontario, à Winnipeg, au Manitoba. Dryden est une petite ville du nord-ouest de l'Ontario, au Canada, située à environ 300 km ou 186 miles à l'est de Winnipeg. Remontant aux environs de 1880, elle avait d'abord servi de relais pour le chemin de fer canadien-pacifique qui reliait Thunder Bay à l'est à Winnipeg à l'ouest. Et à l'époque de cette histoire, elle servait encore en quelque sorte de relais. Cette fois pour Air Ontario, qui, comme le chemin de fer canadien-pacifique, reliait également Thunder Bay à Winnipeg. Le 10 mars était un vendredi d'hiver froid, avec des températures autour de l'aéroport proches de zéro. Et parmi les passagers du vol 1363 se trouvaient plusieurs familles qui allaient commencer leurs vacances, puisque c'était le vendredi précédant les vacances de printemps en Ontario. L'appareil qui allait être utilisé était un Fokker F-28 000 Fellowship, immatriculé Charlie Fox Oscar November Foxtrot. Et vers l'heure de départ du vol 1363, il neigeait également à cause de nuages bas dans la région. L'appareil était arrivé à l'aéroport de Dryden à 11h40 locale et seulement environ 30 minutes plus tard, il a roulé vers la piste 29 pour son départ en direction de Winnipeg. Mais il n'y arriverait jamais. Au départ, beaucoup de personnes dans l'industrie pensèrent que l'accident qui a suivi, ainsi que les événements qui l'avaient précédé, étaient évidents et que l'enquête serait donc rapide et simple. Mais lorsque le rapport final d'enquête a été publié 3 ans plus tard, il s'est avéré que le corps principal de l'enquête comptait à lui seul 1364 pages. Au total, 166 témoins ont été appelés à témoigner, ce qui a généré la somme incroyable de 34 000 pages de procès-verbaux. Alors, qu'est-ce que l'enquête avait révélé qui nécessitait autant de pages pour être expliqué ? Eh bien, pour commencer à répondre à cette question, je dois remonter environ 3 ans et demi plus tôt à un autre accident qui s'est produit dans des conditions très similaires. Le 11 décembre 1985, l'Aero Air 1285, un DC-8, s'est écrasé après le décollage de l'aéroport international de Gander à Terre-Neuve, au Canada, tuant les 248 passagers et les 8 membres d'équipage à bord. Et sa trajectoire de vol s'est avérée étrangement similaire à celle du vol 1363 d'Air Ontario. Dans son rapport d'accident, le Bureau canadien de la sécurité aérienne a admis qu'il n'avait pas été en mesure de déterminer la séquence exacte des événements ayant conduit à cet accident. Mais ils ont désigné comme cause la plus probable la contamination par la glace du bord d'attaque et des surfaces supérieures des ailes, ce qui était également confirmé par les conditions météorologiques au moment de l'accident. Mais il s'est avéré qu'il y avait des divergences parmi les membres du bureau concernant cette conclusion. Seuls 4 d'entre eux, ainsi que le président, ont soutenu le scénario du givrage, tandis que les 4 autres étaient convaincus qu'un type d'explosion en vol avait causé l'accident et ont donc contesté l'hypothèse selon laquelle une fine couche de glace aurait pu provoquer un événement aussi dramatique. Ainsi, lorsque le BCSA a publié son rapport final en octobre 1988, à peine 5 mois avant l'accident de cette vidéo, une controverse a éclaté au Canada, les médias mettant en avant ces divergences au sein du bureau et les experts en aviation le critiquant ouvertement. Cela n'a certainement pas amélioré la réputation du KSB auprès du public, d'autant plus que les passagers qui avaient perdu la vie étaient de jeunes soldats américains revenant d'une mission de maintien de la paix dans le désert du Sinaï. En plus de cela, le KSB a également été ouvertement critiqué pour ne pas être indépendant de Transport Canada, l'autorité de régulation qui supervisait toute l'aviation canadienne. Il était, à juste titre, considéré comme problématique qu'une autorité de régulation, qui pouvait faire l'objet d'une enquête, se retrouve en fait à enquêter sur elle-même. Et le souvenir de cette controverse était encore frais dans la mémoire des gens à l'époque de cette histoire. Cela signifiait que, à peine 3 semaines après que le KSB ait commencé son enquête sur cet accident, le ministre canadien des Transports a décidé d'y mettre fin,
le gouvernement nommant à la place un juge pour servir de commissaire indépendant et diriger l'enquête, en lui donnant le pouvoir d'une enquête judiciaire complète. Ce juge était l'honorable Virgil P. Mochanski, et ses conclusions allaient bien au-delà d'une simple décision prise dans le poste de pilotage, comme vous allez bientôt le découvrir. Il a en réalité découvert l'histoire derrière l'histoire, la cause profonde, et a ainsi changé à jamais la perception de la communauté mondiale de la sécurité aérienne sur ce qui s'est passé et sur la manière dont les enquêtes sur les accidents devraient être menées. Encore aujourd'hui, ce rapport d'accident est toujours cité et simplement appelé le rapport Mochanski. Alors, avec cela en tête, parcourons maintenant ce qui s'est passé ce jour fatidique et dans les jours qui l'ont précédé. Le 10 mars 1989, l'équipage du vol 1363 a commencé sa journée de travail à l'aéroport international de Winnipeg à 6h40. Selon leur planning, ils devaient se rendre à Thunder Bay via Dryden, puis revenir à Winnipeg en passant à nouveau par Dryden, suivi d'un aller-retour Winnipeg-Thunder Bay sans l'escale à Dryden. Et l'équipage qui allait partager cette journée était composé du commandant de bord George Moorwood, du copilote Keith Mills et des agents de bord Catherine Say et Sonia Hartwick. Le commandant de bord Moorwood était un pilote expérimenté de 52 ans qui avait obtenu sa licence de pilote professionnel avant même d'avoir 20 ans. Il avait ensuite accumulé plus de 24 000 heures d'expérience au cours de ses 36 années de service et environ la moitié de ce temps avait été passé à piloter des avions monomoteurs. Mais en 1973, il avait rejoint la compagnie Great Lakes Airlines, un précurseur d'Air Ontario, et avait ensuite effectué plus de 9000 heures de vol sur le Convair 580, un magnifique avion biturbopropulseur qui transportait généralement une cinquantaine de passagers. Il fut ensuite nommé pilote vérificateur de la compagnie sur le Convair et, de 1978 à 1980, il avait même occupé le poste de chef pilote sur cet appareil. Considéré comme un pilote rigoureux, il s'engageait fortement pour la sécurité et le confort de l'équipage et des passagers. Ce jour-là, il était accompagné du copilote Keith Mills, qui avait 35 ans au moment de ce vol. Et il avait accumulé un total d'environ 10 000 heures de vol sur plusieurs types d'appareils différents, comme le Cessna 402, le de Havilland Twin Otter et le Hawker Siddeley 748. En plus de cela, il avait également effectué environ 3500 heures de vol sur le Cessna Citation, qui est un jet d'affaires léger, mais il n'avait jamais piloté de jet plus grand que celui-ci. En comparant les carrières de pilote de ces deux hommes, certains points méritent d'être soulignés. D'une part, bien qu'ils soient assez expérimentés, tous deux avaient très peu d'expérience sur le Fokker 28, à peine 150 heures à eux deux, et aucun d'eux n'avait une expérience significative sur les gros jets. Le commandant de bord Moorwood n'avait que 591 heures sur le Gulfstream 2, plus environ 82 heures sur le Fokker 28, et le copilote Mills avait ses 3500 heures sur le Citation, mais il s'agit d'un petit jet d'affaires à aile droite qui n'est pas vraiment comparable au Fokker 28 à aile en flèche, bien plus complexe, sur lequel il n'avait que 66 heures. Il est aujourd'hui rare de trouver deux pilotes totalisant si peu d'expérience volant ensemble dans un avion de ligne à réaction. Et, en fait, l'une des recommandations du rapport Mochanski serait d'établir des règles pour la planification des équipages afin d'éviter précisément que cela ne se produise. Mais dans tous les cas, cela signifiait probablement qu'aucun des deux pilotes dans le cockpit du vol 1363 ne se sentait très à l'aise avec son niveau de compétence. Et c'était d'autant plus vrai qu'ils avaient reçu une quantité terriblement faible de formation de conversion sur le Fokker 28. Ce n'était pas le seul problème de cet équipage sur lequel je reviendrai dans un instant, mais avant cela, j'ai une nouvelle passionnante à vous annoncer. Tout d'abord, je tiens à remercier NordVPN de parrainer à nouveau cette vidéo et de rendre ce type de production possible. Mais la grande nouvelle, c'est qu'à partir de mai 2026, Nord a lancé son antivirus de nouvelle génération, faisant d'eux bien plus qu'une simple application permettant de regarder vos émissions préférées depuis n'importe où, mais une véritable solution tout en un pour la sécurité numérique. Comme vous le savez probablement, les antivirus traditionnels sont réactifs. Ils attendent qu'un élément malveillant arrive sur votre appareil avant de le supprimer. Mais la nouvelle fonctionnalité de NordVPN est bien plus proactive. Elle identifie les faux magasins, bloque les sites de phishing grâce à l'IA et analyse les fichiers à la recherche de logiciels malveillants avant même que vous ayez la possibilité de cliquer et de les télécharger. Ce faisant, elle peut intercepter les menaces avant qu'elles n'atteignent votre appareil.
Toutes les fonctions de chiffrement et options de l'ancien NordVPN restent, dont le blocage des publicités, la surveillance du dark web et l'analyse des données exposées lors de fuites. Mais désormais, avec leur nouvel antivirus préventif de nouvelle génération, Nord évolue pour devenir une véritable solution complète de sécurité numérique. Donc, si vous voulez essayer cela et obtenir 4 mois supplémentaires gratuits lorsque vous souscrivez à leur offre de 2 ans, cliquez sur ce QR code ou rendez-vous sur nordvpn.com/pilot. N'oubliez pas, Nord propose une garantie de remboursement de 30 jours, vous ne risquez donc rien à essayer. Merci Nord. Revenons maintenant à ces 2 pilotes et à leur faible expérience sur Jet. Le commandant de bord Moorwood avait reçu 20 heures d'entraînement sur simulateur Fokker 28 en février 1988, soit plus d'1 an auparavant, et à titre de comparaison, aujourd'hui la durée minimale de formation sur simulateur est le double, soit 40 heures. Après sa formation initiale, il n'avait pas pu commencer son entraînement en ligne en raison de retard dans le programme Fokker 28, il était donc retourné piloter le Convair 580 jusqu'en janvier 1989. Ensuite, pour se préparer à nouveau au passage sur le Fokker 28 après presque 1 an depuis sa formation initiale, il a effectué seulement 8 heures de formation récurrente sur simulateur, suivi de 27 heures et demie d'entraînement en ligne. Et puis nous arrivons au copilote Mills, et chose incroyable, il n'avait reçu aucune formation sur simulateur pour le Fokker 28, car le simulateur n'était pas disponible puisqu'il était entièrement réservé. Donc, à la place, après avoir terminé la formation théorique en janvier 1989, il avait reçu sa formation en vol sur l'appareil réel lors de 4 vols tard dans la nuit au départ de l'aéroport de Winnipeg, lorsque l'appareil n'était pas nécessaire pour des vols commerciaux. Cela signifiait que son temps total de formation s'élevait à 8,3 heures, plus un vol de contrôle de compétences de 1,2 heures. Et en tant qu'instructeur et examinateur de qualification de type moi-même, je doute fortement que cette formation ait inclus beaucoup des étapes obligatoires qu'une qualification de type exige absolument aujourd'hui. Donc, si ce parcours de formation vous semble un peu étrange, c'est effectivement le cas. Mais c'était aussi presque un exemple parfait de la façon dont les choses se faisaient chez Air Ontario à l'époque et de la manière dont cette compagnie aérienne avait évolué. Vous voyez, l'instructeur du copilote lors de ses vols d'entraînement de nuit était le commandant de bord Joseph Deluce, le fils de Stanley Matthew Deluce, qui était une figure clé dans l'histoire de l'aviation canadienne. Né en 1923, Deluce père avait piloté des Hawker Hurricane pour la aviation royale canadienne pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il avait ensuite, en 1951, acheté un avion Stinson et a ainsi lancé une entreprise qui allait finalement devenir un empire aéronautique familial. Ce qui avait commencé comme une compagnie de transport aérien à la demande desservant des communautés isolées du Nord a ensuite connu de nombreuses fusions et acquisitions au cours de plus de 30 ans pour finalement se transformer en la compagnie aérienne régulière Air Ontario. Formée en juin 1987, elle était le résultat de la fusion de 2 compagnies aériennes régionales de l'Ontario, Austin Airways Limited et Air Ontario Limited, chacune ayant son propre héritage, sa culture et son environnement opérationnel. Finalement, Air Canada a acheté 75% de cette nouvelle compagnie car, compte tenu de la déréglementation du secteur aérien, elle recherchait une compagnie régionale de correspondance à moindre coût pour desservir les grandes lignes. Mais la famille Deluce détenait les 25% restants et conservait le contrôle financier et opérationnel total avec Stanley Deluce comme président et son fils aîné, William Deluce, comme vice-président et directeur général. Mais forger une identité d'entreprise unique à partir des 2 compagnies qui avaient fusionné pour former Air Ontario allait s'avérer une tâche difficile. Austin Airways était une compagnie régionale et de brousse, desservant des pistes en gravier ou utilisant des lacs gelés dans des environnements d'exploitation rudes et impitoyables dans le Nord. Et ses 600 employés formaient une main-d'œuvre non syndiquée, flexible et informelle, où les pilotes n'hésitaient pas à aider à charger le fret ou à ravitailler l'avion si nécessaire, en somme une véritable culture de l'aviation de brousse. Great Lakes Airlines, en revanche, le précurseur d'Air Ontario, avait en fait l'une des premières relations dites de correspondance régionale avec Air Canada, exploitant les turbopropulseurs Convair 580 et acheminant les passagers depuis les centres régionaux du sud de l'Ontario vers le réseau principal d'Air Canada à Toronto. Ainsi, Air Ontario Limited était, lors de sa création à presque tous les égards, l'opposé d'Austin Airways. C'était une opération de navette propre, ciblée et méridionale, exploitant un seul type d'appareil, le Convair 580, vers de grands aéroports urbains dotés de pistes en dur, d'un espace aérien contrôlé et d'aide à la navigation moderne.
Et ces quelques 250 employés étaient en grande partie membres de leurs syndicats respectifs. Et ces différentes cultures d'entreprise avaient mis Air Ontario sous une pression immense. Ainsi, lorsque sa direction a finalement tenté de négocier une convention collective pour l'ensemble de ses pilotes, elle a lamentablement échoué. Cela a ensuite conduit à une grève qui a duré de mars à mai 1988 et a finalement abouti à la vente de l'exploitation de Bruce Norden ainsi qu'au licenciement d'environ un tiers du personnel. De plus, la flotte initiale de 9 types d'avions différents, véritable cauchemar pour la formation et la maintenance, a dû être réduite. Déjà, ces défis étaient suffisamment importants pour la direction d'Air Ontario, mais à l'été 1987, avant même le début de cette grève, la compagnie avait également décidé de proposer pour la toute première fois des services en avion à réaction. Et cela avait conduit à l'acquisition de 2 Fokker 28 000 d'occasion auparavant exploités par Turkish Airlines. Le Fokker 28 est un avion bimoteur à courte portée, doté de moteurs montés à l'arrière, pouvant transporter jusqu'à 65 passagers. Et c'est d'ailleurs sur cet avion que j'ai suivi mon cours de coopération en équipage multiple à l'époque. Quoi qu'il en soit, le programme du F-28 devait commencer fin avril 1988, mais il a ensuite été reporté au 1er juin à cause de cette grève des pilotes dont j'ai parlé. Introduire un nouveau type d'avion dans une compagnie aérienne nécessite bien plus que son achat et le début des opérations. C'est un processus complexe et long, qui inclut la mise en place de l'infrastructure nécessaire, comme les installations de maintenance et les pièces de rechange. Et cela nécessite également la formation des pilotes et du personnel de cabine, ainsi que du personnel au sol, sans oublier la compilation de milliers de pages de documentation nécessaires à son exploitation en toute sécurité et en conformité avec la loi. Or, Air Ontario n'avait aucune expérience avec un avion à réaction aussi complexe et performant, donc la courbe d'apprentissage devait être très abrupte. Et lorsque cette pression supplémentaire a été exercée sur l'organisation, elle a rapidement commencé à se désagréger. Et cela nous ramène finalement à la formation bâclée du copilote Mills et de son instructeur Joseph Deluce, le frère du PDG d'Air Ontario de l'époque, William Deluce. Non seulement il était pilote d'inspection et instructeur sur le Fokker 28, mais il était aussi chef pilote et responsable du programme Fokker 28 et en plus de cela, chef pilote du Convair 580. Pour le dire gentiment, le commandant de bord Joseph Deluce était submergé par ses multiples fonctions et les tâches sous sa responsabilité n'étaient donc pas traitées avec le soin qu'elles exigeaient réellement. Par exemple, la flotte de Fokker 28 était exploitée en utilisant 2 manuels d'exploitation différents provenant d'autres compagnies aériennes et tous 2 étaient obsolètes. Mais pire encore, une autre lacune qui allait contribuer spécifiquement à cette histoire concernait la liste minimale d'équipements, ou MEL, pour le Fokker 28 qui n'avait pas été entièrement élaborée et approuvée par Transport Canada avant que la flotte ne commence à voler. Le fait qu'Air Ontario ait obtenu une certification d'exploitant dans ces conditions résultait principalement d'un manque de supervision de Transport Canada. La liste minimale d'équipements, MEL, est l'un des documents essentiels pour exploiter un avion commercial en toute sécurité. Elle précise quels équipements peuvent être inopérants tout en permettant à l'avion d'être légalement autorisé au départ. Et l'enquête Moshansky révélera plus tard que l'avion impliqué dans cette histoire avait été exploité sans MEL approuvé de juin à décembre 1988. Ainsi, en l'absence de directives appropriées, les pilotes du Fokker 28 d'Air Ontario avaient pris l'habitude de consigner les défauts techniques sur des post-it jaunes pour l'équipage suivant, au lieu de les inscrire dans le carnet technique de l'avion comme ils étaient censés le faire. C'était une pratique illégale, plus proche de la culture de sécurité d'un service aérien de brousse que d'une compagnie aérienne régulière. Lors de l'enquête, un commandant de bord a témoigné sur cette pratique des post-it. En tant que pilote, nous voulions la réussite de cette opération, ce qui a influencé notre façon de penser et expliqué pourquoi nous avons toléré ces choses aussi longtemps. La compagnie aérienne ne se contentait pas d'ignorer ces actes illégaux des pilotes, elle attendait même d'eux qu'ils les commettent. À une occasion, 2 pilotes se sont retrouvés à bord d'un avion avec tellement de problèmes techniques qu'ils ont décidé qu'ils en avaient assez. Alors, au lieu de simplement écrire un post-it, ils ont noté les problèmes dans le carnet technique légalement requis, ce qui a effectivement cloué l'avion au sol.
Et pour avoir fait cela, ils ont rapidement été convoqués devant le commandant en chef Joseph de Luce, qui les a menacés de les suspendre pour avoir entravé les opérations d'Air Ontario. Cela m'horrifie, car c'est très loin de la culture juste que toutes les compagnies aériennes devraient appliquer aujourd'hui. Dans toute organisation, la culture de la sécurité commence toujours au sommet, et sans un environnement de sécurité favorable, où les gens sont encouragés à s'exprimer lorsqu'ils voient quelque chose d'anormal, de mauvaises choses finiront par arriver. Quoi qu'il en soit, l'un des équipements dont traite la MEL est le groupe auxiliaire de puissance, ou APU. Il s'agit d'un petit turboréacteur monté dans la queue de l'avion qui fournit l'alimentation électrique et la climatisation principalement au sol lorsque les moteurs sont arrêtés. Et il peut également fournir de l'air comprimé pour démarrer les moteurs principaux, mais puisque les équipements au sol peuvent normalement remplir toutes ces fonctions, il est souvent permis de faire fonctionner un avion sans APU opérationnel. Mais les conditions dans lesquelles cela est autorisé sont précisément et spécifiquement définies dans la MEL, ce qui ne laisse normalement aucune place à l'interprétation. Et le matin du 10 mars, lorsque le commandant de bord Moore allait prendre en charge son avion à Winnipeg, celui-ci avait déjà un historique de problèmes avec son APU, remontant à au moins 5 jours. Le 5 mars, un commandant de bord a signalé que l'APU produisait une pression d'air insuffisante pour démarrer les moteurs principaux et que des fumées huileuses de l'APU avaient envahi la cabine après le décollage. Ce problème, les fumées huileuses, avait également été signalé à 2 reprises auparavant, le 21 janvier et le 27 février. Ainsi, lorsque cela s'est reproduit le 5 mars, la maintenance a suspecté que cela était dû à de l'huile résiduelle dans les conduits de climatisation. Mais ils n'ont pris aucune mesure pour essayer de le réparer. Le 6 mars, le commandant Moorwood avait piloté le même avion où des fumées huileuses avaient de nouveau envahi la cabine, provoquant cette fois des plaintes des passagers et le déclenchement d'un détecteur de fumée. Il l'a donc consigné dans le carnet technique et en réponse à cela, la maintenance a finalement retiré un peu d'huile du conduit de sortie de l'APU. 4 incidents de fumée ou d'émanation dans la cabine auraient dû être signalés au Bureau canadien de la sécurité aérienne, mais ne l'ont pas été. Il aurait également été judicieux d'immobiliser cet avion pour effectuer des recherches approfondies sur ce problème, mais au lieu de cela, il a simplement continué à voler. Le 8 mars, lors d'un vol de Winnipeg à Dryden, de la fumée ou des émanations huileuses ont de nouveau envahi la cabine et un détecteur de fumée s'est déclenché. Et le commandant de bord sur ce vol était Robert Nyman, un simple pilote de ligne mais qui avait auparavant été directeur des opérations de vol et était considéré comme l'un des pilotes les plus expérimentés et les plus respectés de la compagnie. Malgré cela, il n'a pas noté l'incident de fumée dans le carnet technique car, selon lui, c'était un problème récurrent et déjà connu de la maintenance. Donc, à la place, il a simplement désactivé le détecteur de fumée en retirant son disjoncteur qui n'a ensuite été réenclenché que 2 vols plus tard, par inadvertance. Peut-être que vous commencez à voir les failles du modèle du gruyère du Dr. Reason s'aligner. Eh bien, le rapport Moshansky avait des mots clairs à ce sujet. Cette mauvaise gestion de l'incident de fumée en cabine reflète des pratiques d'exploitation de vol négligentes et laxistes, et venant d'un pilote du rang du commandant de bord Neumann, cela aurait certainement envoyé un mauvais signal à son copilote, aux agents de bord et à toute autre personne de l'organisation qui en aurait eu connaissance. Quoi qu'il en soit, l'APU a continué à poser divers problèmes et, dans la matinée du 9 mars après que l'APU a semblé fonctionner correctement, son système de détection d'incendie s'est alors révélé défectueux. Il n'y avait plus de temps pour d'autres vérifications, l'APU a donc été déclaré inopérant. Cette fois-ci, la panne a été traitée conformément à la liste minimale d'équipements, avec une référence ML attribuée qui précisait la panne et les conditions dans lesquelles l'avion serait autorisé à voler. Mais le personnel de maintenance d'Air Ontario ne connaissait pas bien la MEL du FF28 et a donc autorisé l'avion à partir sous une mauvaise référence MEL. Vous voyez, il y avait en fait 2 numéros de référence sous lesquels une APU inopérante pouvait être différée. Le numéro 49, faisait référence à une APU inopérante et le numéro 4904 faisait référence au système d'extinction d'incendie de l'APU défectueux. Ici, c'est le numéro 4901 qui aurait dû être utilisé, mais à la place, le 4904 a été inscrit dans le carnet de bord, alors que c'était le système de détection incendie qui était inopérant et non le système d'extinction d'incendie.
Et pour le vol 1363, cela allait faire une grande différence, car selon le 4901, il était explicitement indiqué que le départ n'était pas autorisé sans l'APU si celle-ci était nécessaire pour les opérations au sol ou en vol, comme fournir l'alimentation électrique ou démarrer le moteur. Donc, si quiconque impliqué dans la décision d'autoriser le départ de cet avion ce jour-là avait eu connaissance de ces règles, Dryden n'aurait pas été accepté comme destination et cette vidéo n'aurait probablement jamais vu le jour. Et je vais bientôt expliquer pourquoi. Le matin du 10 mars 1989, le commandant de bord Morwood et son équipage sont arrivés au travail pour découvrir qu'ils devaient effectuer 6 trajets avec un APU hors service. Ces vols devaient être opérés dans le cadre d'un accord de partage de code avec Air Canada, ce qui signifiait qu'Air Canada avait également un intérêt dans toute cette opération. Maintenant, pour comprendre ce qui s'est finalement passé ici, il est également important de comprendre l'état d'esprit typique d'un équipage qui doit effectuer une rotation court-courrier avec 6 trajets en une seule journée. Vous voyez, même sans problème technique, rien ne garantit que vous arriverez à entrer et sortir de chaque aéroport à l'heure, et si vous perdez ne serait-ce que 10 minutes à chaque escale, vous finirez par accumuler un retard important en fin de journée. Donc, ceux qui connaissent ce type d'opération vous diront que la rapidité et la qualité de la manutention au sol pendant les escales déterminent en grande partie si vous terminez votre journée de travail à l'heure, en vous sentant satisfait et accompli, ou en retard, épuisé et frustré. Maintenant, commencer une journée comme celle-ci avec un groupe auxiliaire de puissance APU hors service garantit pratiquement que vous ne terminerez pas à l'heure, et cela parce qu'à chaque étape, vous aurez besoin d'une assistance au sol, d'une alimentation électrique, soit provenant d'un groupe électrogène au sol, soit d'une ligne électrique reliée à une passerelle, ainsi que d'une unité de démarrage pneumatique capable de générer de l'air comprimé pour le premier démarrage moteur. Maintenant, obtenir ces unités et les installer prend toujours du temps supplémentaire ainsi que des procédures additionnelles qui doivent être suivies pour le faire. Ce jour-là, un problème bien plus grave survenait à l'aéroport de Ryden. Il n'avait même pas d'unité de démarrage pneumatique. Cela aurait dû mener à l'annulation des escales à Dryden et à effectuer les trajets Winnipeg-Thunder Bay aller-retour sans arrêt à cause de la restriction MEL mentionnée précédemment. Et cette décision relevait de la responsabilité du contrôle opérationnel d'Air Ontario, qui était composé de répartiteurs supposément formés ayant accès aux informations météorologiques et aux exigences techniques de répartition, entre autres choses. Au lieu d'annuler ces escales à Dryden, ils ont préféré contourner le problème, ce qui, encore une fois, venait de la culture du vol de brousse. Vous voyez, la solution qu'ils avaient trouvée était de laisser tourner l'un des moteurs au sol pendant l'escale, puis d'utiliser l'air comprimé de ce moteur via une vanne de prélèvement croisée pour démarrer l'autre moteur au moment du départ. Cela paraissait la solution idéale pour assurer le bon déroulement de tous les tronçons, mais cela a ensuite mis le commandant Morwood dans une situation quasi impossible et est devenu un facteur clé de l'accident. Quoi qu'il en soit, le vol 1362 a quitté Winnipeg à 7h49 avec un léger retard de 13 minutes parce que le commandant de bord Morwood avait demandé le dégivrage, et cela vaut la peine de s'en souvenir. Malgré le temps hivernal instable en Ontario, avec des nuages bas, une visibilité réduite et la menace de givrage, les vols suivants vers Thunder Bay via Dryden se sont ensuite déroulés de manière relativement fluide. Et pendant l'escale à Dryden, un moteur a été maintenu en marche. Maintenant, cela aurait pu sembler être une solution élégante au début, mais en réalité, ça ne l'était vraiment pas. Imaginez un avion avec un moteur en marche pendant qu'il est pris en charge au sol. En plus d'être un peu dangereux pour le personnel au sol, cela cause également beaucoup de désagréments compte tenu du bruit, des fumées et de la consommation de carburant. En plus de cela, il fallait faire attention à ne pas arrêter accidentellement le moteur restant, car cela aurait laissé l'avion immobilisé à Dryden, probablement pour la nuit, jusqu'à ce qu'un groupe de démarrage pneumatique puisse être amené depuis un autre aéroport. Sachant cela, on peut affirmer que la plupart des compagnies aériennes auraient évité l'escale à Dryden, surtout si la bonne référence MEL avait été utilisée. Mais le vol 1362 a ensuite simplement continué vers Thunder Bay, où il est arrivé à 10h32, heure normale de l'Est, soit une heure de plus qu'à Dryden, avec un retard de 20 minutes. Et à Thunder Bay, le numéro de vol est passé à 1363 pour le trajet retour vers Winnipeg via Dryden, et c'est à ce moment-là que les vrais problèmes ont commencé.
Vous voyez, l'avion a été ravitaillé avec environ 7,2 tonnes de carburant pour le vol retour, et tout semblait prêt pour un départ rapide. Mais environ 30 minutes après l'atterrissage, la station d'Air Canada à Thunder Bay a informé le bureau de contrôle opérationnel d'Air Ontario que le vol 1363 était en surcharge. Il s'avère qu'Air Canada avait réservé 10 passagers supplémentaires et leurs bagages sur le vol 1363 à la suite d'un vol précédent annulé. Et cela allait maintenant faire dépasser à l'avion son poids maximal à l'atterrissage à Dryden, puisque le carburant consommé lors de ce court vol depuis Thunder Bay ne suffirait pas à réduire son poids. Maintenant, comme le vol était déjà en retard et que le commandant de bord Moore ne voulait pas perdre plus de temps, il a rapidement décidé de refuser les passagers supplémentaires et leurs bagages et de les faire débarquer. Et cela ramènerait le poids à l'atterrissage de l'avion en dessous de la limite. Mais le responsable du contrôle des opérations d'Air Ontario a ensuite annulé cette décision, décidant que les passagers resteraient à bord et que la réduction de poids appropriée serait obtenue en déchargeant du carburant. Maintenant, le déchargement du carburant d'un avion est une procédure rarement effectuée et qui prend beaucoup de temps, et il faut un camion-citerne pour s'occuper du carburant retiré des réservoirs. Donc cela allait certainement prolonger leur retard. Mais les pilotes n'avaient vraiment pas le choix et ont dû accepter, car s'ils avaient refusé les passagers, cela aurait été de leur responsabilité, alors que ce retard supplémentaire incomberait au contrôle des opérations. Cela dit, ces pilotes n'étaient pas contents de cette décision. Alors qu'ils pensaient pouvoir poursuivre leur journée de travail avec seulement un léger retard, cela a dû leur donner l'impression que quelqu'un venait de contrecarrer leur plan. En plus de cela, il y avait également une grande confusion autour de tout ce processus et des décisions prises par la compagnie. L'hôtesse de l'air Sonia Hartwig témoignera plus tard qu'elle avait eu l'impression d'être ignorée, comme si personne au sol ne se souciait d'eux. Et l'un des membres du personnel au sol d'Air Ontario se souvient que les pilotes étaient de très bonne humeur à leur arrivée à Thunder Bay, mais qu'ils étaient repartis en colère et frustrés. Quoi qu'il en soit, le vol 1363 a finalement quitté Thunder Bay à 11h55, avec maintenant environ 1 heure de retard sur l'horaire. Et rappelez-vous, il restait encore 2/3 de leur journée de travail à cet équipage. Plusieurs passagers s'inquiétaient aussi pour leur correspondance et de nombreux bagages restés à Thunder Bay allaient causer d'autres problèmes à l'arrivée à Dryden. Ce n'était donc plus un avion particulièrement joyeux, mais la situation allait bientôt empirer. En effet, pendant que tout cela se passait, une mise à jour des prévisions météorologiques pour Dryden avait été publiée, annonçant de la pluie verglaçante légère à l'heure de leur arrivée. Les pilotes l'ignoraient, car leur bureau de répartition avait oublié d'ajouter cette information à leur dossier de briefing. Ils se fiaient toujours à un ancien rapport annonçant seulement une pluie légère. Normalement, cela n'aurait pas posé un gros problème puisque l'équipement de dégivrage était disponible à Dryden. Mais pour vraiment faire ce dégivrage, les 2 moteurs auraient dû être arrêtés. Cela signifierait donc qu'il serait impossible de redémarrer pour cet équipage, leur APU étant hors service et sans démarreur pneumatique. La raison pour laquelle il était impossible de dégivrer avec les moteurs en marche était qu'un bulletin avait été distribué aux pilotes de Fokker 28 de la compagnie aérienne, indiquant explicitement de ne jamais pulvériser de liquide de dégivrage sur l'avion avec les moteurs en marche. Et cette politique avait été mise en place par Air Ontario elle-même, car elle craignait que le liquide de dégivrage puisse être aspiré par les moteurs, provoquant ainsi des fumées dans la cabine. Ce qui, bien sûr, n'était pas sans une amère ironie, étant donné qu'ils avaient été plutôt laxistes concernant la gestion de ces fumées huileuses qui provenaient en réalité de l'APU de leur avion un peu plus tôt. Et peut-être encore plus ironiquement, dans le rapport Moshansky, cette politique a été fortement remise en question, car le dégivrage avec les moteurs en marche était pratiqué en Europe depuis longtemps sans aucun problème. Je l'ai moi-même fait de très nombreuses fois. Tout cela signifiait qu'un piège avait été tendu pour le commandant Morwood et son équipe. Si la maintenance avait consigné l'APU hors service sous la bonne référence, il aurait été clair que l'envoi vers des escales nécessitant son utilisation pour les opérations au sol n'était pas autorisé. Et si les répartiteurs avaient compris qu'il y avait un risque de pluie verglaçante à Dryden, ils auraient compris que les opérations au sol dépendraient du dégivrage, ce qui nécessiterait à son tour un arrêt complet des moteurs et rendrait donc l'escale impossible.
Dans le rapport Moshansky, la fonction de soutien d'un système de répartition efficace était jugée essentielle à la sécurité de l'aviation commerciale canadienne. Mais malheureusement, les répartiteurs d'Air Ontario se sont révélés être plus un handicap qu'une aide. Au cours de l'enquête, il a été révélé qu'ils généraient souvent des documents d'autorisation de vol comportant de graves erreurs numériques et que les pilotes de la compagnie avaient pris l'habitude de corriger eux-mêmes ces erreurs au lieu de demander des corrections aux répartiteurs. De plus, le répartiteur qui s'est occupé de l'autorisation de vol du vol 1363 était à l'origine un agent de piste sans aucune expérience aéronautique au-delà de cela. Et il n'avait reçu qu'une semaine de formation et une semaine d'observation du poste avant de commencer à travailler de façon autonome avec une supervision minimale. Le juge Moshansky a montré, à partir de cela et d'autres sources, qu'Air Ontario avait mal formé ses répartiteurs et qu'aucun des deux impliqués dans le vol 1363 n'était qualifié. Quoi qu'il en soit, lorsque le vol 1363 a finalement atterri à l'aéroport de Dryden à 11h39, heure normale du centre, 44 minutes après avoir quitté Thunder Bay, le piège s'est finalement refermé. À ce moment-là, il neigeait à Dryden et il n'y avait plus aucun moyen de dégivrer l'avion, car un moteur devait rester en marche en raison de l'absence de l'unité de démarrage pneumatique. La température était de plus 1 degré Celsius et des témoins ont ensuite décrit de gros flocons de neige mouillés qui tombaient et fondaient au contact du sol. Dès l'arrêt de l'avion et le déchargement des bagages, un camion-citerne est arrivé pour le ravitaillement à chaud. Cela signifiait que l'avion était ravitaillé alors qu'un de ses moteurs tournait encore et que certains passagers étaient toujours à bord, et cette procédure exigeait la présence des pompiers. Mais malheureusement, cette fois, ils ne sont pas arrivés à temps, ce qui n'a pourtant pas empêché le ravitaillement de commencer malgré tout. Le ravitaillement à chaud, surtout avec des passagers à bord, est une pratique assez discutable pour être honnête, et cela ne devrait vraiment pas avoir sa place dans une exploitation aérienne régulière. Si cela se fait, c'est généralement dans l'aviation militaire, dans des conditions tactiques ou dans l'aviation de brousse. Pour compliquer et accroître le stress, ici les agents de bord et les pilotes avaient des procédures différentes et contradictoires sur la façon d'effectuer ce ravitaillement. Dans tous les cas, après que l'avion se soit garé, le commandant de bord Moorwood a été vu entrer dans l'aérogare. Et plusieurs témoins ont ensuite décrit comment il a essayé, sans succès et avec une frustration croissante, de joindre un numéro local de Dryden par téléphone alors qu'il se tenait au comptoir de billetterie d'Air Ontario. Il essayait probablement de joindre les pompiers pour aider au ravitaillement en carburant et en même temps, il s'excusait auprès des passagers pour avoir laissé certains bagages à Thunder Bay. Il a ensuite appelé le bureau de contrôle des opérations d'Air Ontario et eu une discussion animée avec le responsable de service sur la confusion, terminant en raccrochant violemment. Mais bien qu'il ait semblé assez agacé, les passagers à qui il a parlé l'ont décrit comme poli et attentionné. Et compte tenu de la journée frustrante qu'il passait, cela a dû lui demander beaucoup d'énergie pour conserver un calme apparent. Pendant qu'il était à l'intérieur du terminal, le ravitaillement avait en fait été terminé, avec ou sans la brigade des pompiers, alors il s'est ensuite dépêché de retourner à l'avion et il est simplement monté dans le cockpit sans effectuer de tour de l'appareil. Tous ceux qui l'ont vu ont témoigné plus tard qu'il semblait vraiment très pressé, et c'était probablement parce que la neige commençait maintenant à s'accumuler sur l'avion. À 12h01, le vol 1363 a alors démarré son deuxième moteur et a signalé qu'ils étaient prêts pour le roulage. À ce moment, les chutes de neige s'étaient intensifiées, recouvrant la moitié est de l'aéroport d'un manteau blanc. Les ailes de l'avion étaient maintenant signalées comme étant recouvertes jusqu'à un quart de pouce de neige, soit environ 0,6 cm. Même si cela peut sembler peu en aviation commerciale, toute neige sur les surfaces aérodynamiques de l'aile, du stabilisateur ou de la dérive d'un avion est déjà de trop. Une fois la checklist terminée, l'avion a commencé à rouler. Mais au lieu de recevoir une autorisation directe d'entrer et de remonter la piste, le vol 1363 a maintenant reçu l'ordre de s'arrêter à l'intersection du taxiway Alpha et de la piste 29, car le pilote d'un petit Cessna 150 monomoteur s'était retrouvé piégé dans la mauvaise visibilité. Et il demandait maintenant en urgence la priorité pour atterrir, ce qui a poussé le commandant de bord Moorwood à exprimer sa frustration et son incrédulité à la radio face à ce nouveau retard. Mais il était clair qu'il ne pouvait rien faire.
Pendant ce temps, les chutes de neige s'intensifiaient encore et la visibilité diminuait à environ un demi-mile. Les ailes de l'avion étaient alors recouvertes de neige sur une épaisseur allant jusqu'à un demi-pouce, soit environ 1,3 cm. Et la moitié de la piste était maintenant recouverte d'une couche de neige fondue d'environ la même épaisseur, ce qui aurait un impact à la fois sur l'accélération de l'avion et sur sa capacité à s'arrêter si nécessaire. Après que le Cessna ait finalement réussi à atterrir, ce qui a pris environ 2 minutes et demie supplémentaires, le vol 1363 est enfin entré sur la piste et a roulé vers l'est jusqu'au seuil de la piste 29 où il a fait demi-tour. Et vers 13h09:40, les manettes de poussée ont été avancées pour lancer la course au décollage, avec au moins 1,3 cm de neige mouillée en couche sur ses ailes. Je suis certain qu'à ce stade, beaucoup d'entre vous se demandent comment 2 pilotes expérimentés ont pu ignorer un élément aussi fondamental que la neige sur leurs ailes. Pourquoi n'ont-ils pas simplement refusé de partir s'ils ne pouvaient ou voulaient pas dégivrer l'avion sans APU ou alimentation au sol? Le manuel d'exploitation des vols d'Air Ontario ne mentionnait pas la neige dans la section sur la contamination des ailes interdisant le décollage. Il ne parlait que du givre et des précipitations verglaçantes. Et plus important encore, vous vous souvenez de ce que j'ai dit plus tôt à propos de l'expérience de vol de ces pilotes. Plus précisément qu'ils étaient tous les deux relativement nouveaux dans le pilotage de jet, mais qu'ils avaient beaucoup d'expérience avec les avions à hélice. Eh bien, cela a probablement complètement changé la donne. Dans le monde des turbopropulseurs chez Air Ontario, la neige sur les ailes n'empêchait pas toujours le décollage. Une hôtesse de l'air a ensuite témoigné qu'elle avait vu des pilotes tester la consistance de la neige sur les ailes avec leurs mains avant le départ, et qu'ils faisaient cela pour déterminer si la neige s'envolerait ou non pendant le décollage. Elle se souvenait également d'au moins un décollage à bord d'un Convair 580 qui avait beaucoup de neige sur ses ailes, et elle avait alors vu la neige s'envoler pendant le décollage. Lorsque le vol 1363 avait atterri à Dryden, la chute de neige était composée de flocons légers qui fondaient au contact du sol ou de l'avion. Le commandant de bord Moorwood avait sans doute déjà vu ce type de neige des centaines de fois lors de ses années de vol sur des avions à hélice, souvent par temps venteux. Il pensait donc probablement que son expérience lui permettait de juger de manière fiable si la neige s'envolerait ou non pendant le décollage. Mais cette fois, il s'est trompé. Alors, qu'est-ce que c'était? Eh bien, certains passagers ont en fait regardé les ailes pendant que l'avion accélérait, et ils ont ensuite témoigné qu'à un moment donné, de grandes plaques de neige se sont effectivement envolées de l'aile, mais qu'une couche grise de glace, avec une surface rugueuse et irrégulière, est alors apparue en dessous, et celle-ci ne s'est pas envolée. Cette couche gelée provenait sans doute d'un phénomène appelé carburant refroidi en altitude. Cela arrive quand les avions à réaction volent à haute altitude, où l'air est assez froid pour refroidir le carburant dans les réservoirs des ailes jusqu'à des températures bien inférieures à 0. Les ailes des avions à réaction, plus fines que celles des turbopropulseurs, offrent moins d'espace pour le carburant. Ainsi, presque toute la surface de l'aile touche le carburant, même si les réservoirs ne sont pas pleins. Donc, si ce carburant est très froid, il va alors refroidir la peau en aluminium de l'aile jusqu'à presque la même température. Cela peut entraîner la formation de glace transparente sur les ailes, à partir de l'air humide lorsque l'avion est au sol, même par temps chaud ou lors de précipitations humides. À l'atterrissage à Dryden, la température du carburant était estimée à moins 6,4 degrés Celsius. Bien que du carburant ait été ajouté, il n'était pas assez chaud pour réchauffer significativement la surface de l'aile. Lorsque l'avion a roulé vers la piste, la température à la surface supérieure de l'aile était d'environ moins 5 degrés Celsius et la température extérieure d'environ 1 degré Celsius. Ce qui signifie que les premiers flocons de neige qui sont entrés en contact avec la surface de l'aile ont immédiatement gelé. La couche suivante de flocons de neige a fondu puis regelé, créant une surface rugueuse de cristaux de glace sous une couche supérieure de flocons duveteux apparemment inoffensifs. Et pendant le décollage, l'écoulement de l'air au-dessus des ailes a arraché cette couche supérieure de neige, laissant derrière elle cette surface de glace rugueuse et irrégulière qui était solidement collée à l'aile et qui allait désormais nuire gravement à la capacité de l'aile à générer de la portance. Nous savons désormais que ce commandant de bord connaissait l'importance du dégivrage des ailes d'un avion à réaction en cas de suspicion de givre, sinon il n'aurait pas dégivré l'appareil à Winnipeg avant le premier vol de la journée. Mais lorsqu'il a vu ces gros flocons de neige fondre à Dryden, son mode opératoire mental était celui d'un pilote avec 24 000 heures d'expérience,
presque exclusivement sur des avions à hélices. Le carburant refroidi en altitude était un phénomène lié aux avions à réaction et à leurs altitudes de croisière élevées, un domaine où lui et son copilote avaient peu d'expérience. Et à cause de la pression opérationnelle à laquelle il était maintenant soumis, son esprit était probablement préoccupé par d'autres choses, et il s'était donc replié sur son expérience passée au lieu de se rappeler des connaissances théoriques acquises récemment. Ce qui signifiait finalement que sa motivation à faire décoller le vol 1363 plutôt qu'à le voir annulé à Dryden était tout simplement trop forte. Un exemple classique de la maladie du « il faut y aller ». Ce qui aurait dû le protéger, lui et son copilote, contre eux-mêmes, c'était un cadre de règles et de procédures d'exploitation hivernale, ainsi qu'une organisation soutenant ses pilotes au lieu de s'attendre à ce qu'ils contournent ces règles. Mais cela n'existait pas. C'est en réalité une vérité fondamentale dans l'aviation et une leçon amère tirée d'une longue liste d'accidents. Des procédures protègent ces pilotes lorsque notre jugement n'est pas totalement fiable. Et cela nous amène à la triste fin de cette histoire. Après une course au décollage d'environ 120 mètres plus longue que la normale, l'avion a cabré alors qu'il restait environ 750 mètres de piste, mais il a ensuite simplement tremblé, frôlant le décrochage, puis s'est reposé sur la piste. Le deuxième décollage a eu lieu à environ 100 mètres avant la fin de la piste de 1828 mètres de long, mais une fois de plus, au lieu de monter, l'avion est simplement resté en vol horizontal avec une assiette cabrée, survolant l'extrémité de la piste et poursuivant sa trajectoire vers le terrain en pente au-delà. Des témoins ont vu l'avion s'incliner, d'abord l'aile droite puis l'aile gauche, finissant par heurter des arbres au loin. Et après avoir touché les premières cimes des arbres, l'avion a continué sur encore 500 mètres avant de heurter d'autres cimes, laissant derrière lui une traînée de débris. Un incendie s'est alors déclaré sur le côté gauche de l'avion pendant sa descente, et c'est en fait ce côté de l'appareil qui a touché le sol en premier avant que le reste de l'épave ne s'écrase également et ne s'immobilise brutalement. L'incendie qui a suivi l'accident a ensuite brûlé pendant 2 heures complètes, ce qui a entraîné la destruction des bandes d'enregistrement en millard à l'intérieur du FDR et du CVR, ne laissant aucun enregistrement pour aider à l'enquête. Et plus important encore, sur les 69 personnes à bord, 24 ont péri, dont le commandant de bord, Moorwood, le copilote Mills et Catherine Say, l'une des 2 hôtesses de l'air. Le comportement de l'avion lors du décollage était un exemple typique d'un jet décollant avec des ailes contaminées. Et lors de la formation au sol sur le Fokker 28, les pilotes avaient été informés de la sensibilité de ces ailes à la contamination par la glace et la neige. Mais ce qui s'est passé ce jour d'hiver en Ontario était un parfait exemple d'un exercice d'équilibre entre la protection et la production, ou entre la sécurité et le chiffre d'affaires. L'exploitation du Fokker 28 par Air Ontario avait été conçue dès le départ comme un exercice d'équilibriste sur une corde raide beaucoup trop lâche, et en plaçant 2 pilotes totalement inexpérimentés dans un avion avec un APU hors service, sur une rotation hivernale difficile, avec un soutien au sol quasiment inexistant, elle avait finalement rendu cette traversée pratiquement impossible. Ainsi, lorsque le commandant de bord Moorwood a perdu son discernement à Dryden, il n'y avait plus de filet de sécurité procédural pour le rattraper. Cela signifiait que, même si la décision finale de décoller a été prise par cet équipage, la véritable cause de cet accident était une défaillance systémique. Une défaillance d'un système composé non seulement d'Air Ontario et de ses habitudes douteuses, mais aussi d'Air Canada, qui, avec son expérience et son savoir-faire, aurait pu aider son partenaire junior à devenir une organisation sûre, mais ne l'a pas fait. Une autre partie du problème provenait de Transport Canada, l'autorité de régulation qui avait allongé le processus d'approbation de la MEL à cause d'obstacles bureaucratiques et qui s'était ensuite montré beaucoup trop laxiste dans tous les aspects de sa supervision d'Air Ontario. Elle avait approuvé l'amendement du certificat d'exploitation d'Air Ontario pour inclure le Fokker 28 en juin 1988, sans même s'assurer qu'une MEL approuvée existait, et avait ensuite continué à permettre à l'appareil d'être exploité en service commercial pendant plus de 9 mois sans celle-ci. Ces exemples illustrent seulement une fraction de ce que le rapport Moshensky, auquel nous renverrons ci-dessous, a détaillé. Et lorsqu'il a été publié 3 ans après l'accident, il a changé à jamais la perspective de l'enquête sur les accidents, et pas seulement dans l'aviation. On ne se concentrait plus sur les défaillances individuelles. Au lieu de cela, le rapport Moshensky a reconnu qu'une combinaison d'une organisation incompétente et d'une culture dangereuse pouvait submerger la capacité d'un individu à faire preuve de bon jugement.
Et c'est probablement l'une des leçons les plus importantes que l'on puisse tirer de cet accident dans son ensemble. Enfin, cet accident comporte également une note amère. Le 22 mars 1992, seulement quelques jours avant la publication du rapport Moshansky, le vol USR 405, un autre Fokker 28 s'est écrasé au décollage à l'aéroport LaGuardia de New York, faisant 27 victimes. Et bien que cet avion ait été dégivré, de la neige et de la glace s'étaient de nouveau accumulés sur ses ailes pendant un temps de roulage extrêmement long. Et lorsque George Moshansky a appris cela, il aurait déclaré « Mon Dieu, c'est Dryden qui recommence ». Tragiquement, le deuxième rapport intérimaire sur l'accident de Dryden, publié en décembre 1990, soit plus de 2 ans avant le crash du vol 405, contenait plusieurs recommandations concernant l'emplacement des installations de dégivrage et l'utilisation de différents types de fluides de dégivrage et d'antigivrage. Et si ces recommandations avaient été suivies, il est fort possible qu'un accident aérien de la compagnie USR aurait pu être évité. Mais en raison d'une défaillance organisationnelle, ce rapport n'avait été envoyé qu'au bureau du Premier ministre et jamais à l'administration fédérale de l'aviation américaine. Je sais que cette vidéo était un peu différente puisqu'elle n'a pas été réalisée à partir d'un rapport final traditionnel, mais notre nouveau scénariste, Robert, a fait un travail fantastique en parcourant l'énorme rapport Moshansky pour créer ce script. Nous employons maintenant plus de 15 personnes à temps plein sur les différentes chaînes m'entourent, et cela n'est possible que grâce à nos sponsors et au soutien fantastique de notre équipe sur Patreon. Maintenant, si vous voulez participer à cela, avoir un aperçu et aider à améliorer nos vidéos avant que quiconque ne puisse les voir, alors scannez ce QR code ou rendez-vous sur patreon.com/join/mentourpilot. Vous pouvez l'essayer entièrement gratuitement et tout soutien est grandement apprécié. Je suis Peter Hernfeld, vous regardez Mentour Pilot. Passez une excellente journée et à la prochaine. Au revoir.